Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Tout le monde a toujours raison avec mes acolytes Jean-Pierre Vaillancourt et Luc-Étienne Gagnon. Ça va bien les boys? Le roi. Oui. On a comme invité aujourd'hui la personne qui est derrière un des plus gros groupes au Québec sur Facebook, J'achète québécois, j'achète local, Nicolas Baudry. Bonjour Nicolas. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Bien sûr. Good. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est un honneur pour moi. Génial. Écoute, on t'a invité parce que on trouve que c'est super intéressant ce que tu as réussi à développer dans les 3 dernières années. Oui, hein, maintenant déjà 3 ans. Dont j'achète local, tu as fait plusieurs acquisitions. Puis tu viens, comme tu me disais hors d'onde, tu me parlais que tu venais du domaine de l'automobile. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours professionnel là, avant qu'on arrive vers ce qui se passe en ce moment au niveau des réseaux sociaux dans ta vie? Parle-moi un petit peu de ton parcours professionnel. Ça remonte à loin. Mais en fait, mon premier amour avec les réseaux sociaux, quand j'avais 18 ans, j'ai parti une compagnie, ça s'appelait Internet Rive-Nord. Puis on était un des 100 premiers providers d'Internet là, dans le Grand Montréal. OK. Fait que c'est ça. On est parti ça, j'avais 18 ans, je savais pas à quoi ça ressemblait. On s'est mis 3 chums ensemble, on a mis chacun 6 000 $. Puis on a parti des serveurs Internet. Puis on se promenait avec une grosse TV qu'on pouvait mettre du SVGA dessus. Puis on faisait le tour des chambres de commerce pour lui montrer à quoi ça ressemblait l'Internet. Puis c'est ça. Qu'est-ce que ça ferait pour eux? Mais tu sais, c'était du gros travail de débroussaillage. Là. Pour moi... Est-ce que c'est pas une technologie qui est très connue encore? Ben non. Puis, tu sais, c'était... À ce moment-là, tu sais, je pense que les applications commerciales étaient quasiment inexistantes. Tu sais, à part ceux qui étaient un petit peu plus avant-gardistes puis que là, qui voulaient avoir leur page web, mais tu sais, ils faisaient quasiment parce qu'ils voulaient m'encourager, parce que dans les faits, ils voyaient pas comment est-ce qu'ils étaient pour récupérer leur investissement là-dessus. Ben, fait que c'est ça. J'ai parti ça, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de l'acquisition d'un restaurant. Ça a été comme mon premier flip, sans le savoir. Puis c'est juste que je l'ai vendu 2 ans après, puis il avait pris de la valeur, puis j'étais tanné de rouler un restaurant. Quelle sorte de restaurant? C'était un pizza de Nini. Ah oui, OK. Ouais, c'était une bannière. Puis, fait que j'ai fait ça avec un de mes amis. Puis, ben, en fait, je suis arrivé dans l'automobile en 2005 dans un manufacturier qui n'existe plus. Suzuki. OK. Ouais. Ah oui, c'est vrai, hein? Ouais. Puis, tu sais, notre gros modèle, c'était l'Aério beige dans le temps. Fallait être vendeur, là. Fallait être motivé pour en vendre, mais j'en vendais. C'était des bons véhicules, ils étaient juste laids. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était des bons véhicules. Fait que depuis, à partir de 2005, ben, j'ai toujours continué dans l'automobile. J'ai eu des bonnes opportunités. J'ai été directeur, j'ai été directeur général. Même là, jusqu'à tout récemment, ben, tu sais, j'étais à contrat avec un groupe automobile, des amis que je connais. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps gravité là-dedans. Puis, mais finalement, tu sais, c'est une passion qui s'éteint pas parce que les modèles changent. Mais le fond reste le même. On travaille dans les humains. Pour vrai, là, tu sais, demain matin, là, on arrive dans une concession, puis au lieu de vendre des autos, on vend des skidoo, des motoneiges. Ouais. Gars de Patco. On vend des motoneiges. Bon, on va se retrouver à gérer les mêmes défis à tous les jours parce que on travaille dans les humains. Exact. C'est ce qui t'attirait dans tu sais, si on regarde, là, tu parles de ton parcours, bon, le web, l'Internet, tu te promenais d'une bâtisse à l'autre. Après ça, tu as acheté un restaurant. Ben, tu parles pas d'une bâtisse à l'autre, mais une chambre de commerce, puis dans les commerces. Donc, beaucoup d'entre-gens. Après ça, t'es allé avec un restaurant qui est encore customer service, encore beaucoup avec les gens. Puis là, tu rentres après ça dans le domaine de l'automobile. Puis là, c'est beaucoup de vente, d'interaction, d'achat aussi. Je pense que tu as comme créé une spécialité dans l'achat puis l'organisation. C'est-tu ça qui t'anime? C'est-tu l'aspect humain? Ben, c'est sûr qu'il y a le défi. Au début, on est tout le temps drivé par le défi. Puis l'aspect humain, je pense c'est ça qui reste après les années. Parce que quand on regarde un défi au début, on fait comme... D'ailleurs, tu sais,
on est tous entrepreneurs, fait qu'on sait que la seule chose qu'on sait quand on commence quelque chose, c'est que ça sera vraiment pas comme qu'on pense que ça va être. Pas mal la seule certitude. C'est absolument vrai. C'est pas, hein? L'imprévu est prévisible. Mais oui, le facteur humain, moi, c'est ça qui me motive à tous les jours. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, si on peut finir notre journée avec la conviction qu'on a apporté quelque chose de positif dans la vie de juste une personne cette journée-là, déjà là, je pense que notre journée est faite. Puis, tu sais, des fois, il est 9h30 le soir, puis là, il est tard, puis on n'a rien fait de bon encore. Fait que, oups, je suis content, je tiens la porte pour une madame, c'est correct, je peux aller dormir. Je vais dormir sur mes 2 oreilles. Mais pour vrai, c'est ça. C'est ça qui est notre plus beau cadeau, c'est ça qui nous nourrit. Puis c'est de voir que des fois, il y a des humains autour de nous, puis que ce qu'on fait, ça les aide vraiment ou dans le quotidien ou dans leur vie. Puis des fois, c'est pas grand-chose. Mais écoute, tu sais, j'achète québécois, j'achète local, là. J'ai tellement la chance d'aider beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs. Des fois, ils ont des situations plus difficiles, qui vivent des choses difficiles. Ça, je pense que pour moi, en tout cas, c'est le plus beau cadeau. Et parlons-en de ça, justement. Dans l'introduction, j'ai parlé que tu étais le gars derrière le groupe Facebook qui s'appelle J'achète québécois, j'achète local. Un groupe qui a explosé un peu avant et surtout pendant la pandémie. Nous, on s'est connus comme ça d'ailleurs. Je faisais des chroniques sur les produits québécois, puis tu avais bien aimé ça. Puis moi, tu m'avais introduit à ton groupe, puis là, j'avais trippé sur ton groupe. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ça. Pourquoi ça existe, puis comment c'est devenu quand même. Je pense qu'on est à combien de membres en ce moment? À 321 000. 321 000 membres sur un groupe Facebook au Québec, c'est quand même énorme. Là. Fait que raconte-nous un petit peu l'histoire de ça. C'est super intéressant. Ben, écoute, ça a commencé en 2018. En fait, c'est ça, on avait parti ça, puis je dis on parce que ça l'inclut ma mère. OK. Ma mère qui est plus ou moins impliquée actuellement, mais qui est toujours en arrière, puis qui me donne tout le temps ses opinions puis ses conseils. Ben, puis, excuse-moi pour ne pas te couper, mais ta mère, c'est une personne branchée qui est active sur le web? Ah ouais, OK. Ouais, elle est à la retraite, ma mère, puis non, elle est très branchée. Ah, ça, c'est cool. Ouais, elle est très branchée, puis elle est impliquée. Mais, tu sais, moi, je viens d'une famille, bon, tu sais, je veux pas rentrer dans la politique, mais mes parents, moi, c'était des vrais péquistes, des vrais nationalistes, inclusifs. Fait que, tu sais, nous, dans notre petit village, ben, tu sais, toutes les personnes qui correspondaient pas vraiment à l'image du Québec, ben, chez nous, ils étaient chez eux. OK. Fait que, tu sais, on a grandi comme ça. Puis, fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu. Mais, tu sais, je me suis pas impliqué dans la politique, sauf que j'ai tout le temps été bien fier de mon Québec. Peu importe où est-ce qu'on s'en va, peu importe la façon de travailler ensemble. Ça a tout le temps été important pour moi, tu sais, par-dessus les discussions, les débats. Tu sais, qu'à un moment donné, tout le monde, peu importe nos croyances, on se donne la main puis on avance, là. Tu sais, c'est la seule façon, puis on est des entrepreneurs encore là. La seule façon d'avancer, c'est de se mettre en mode solution, puis de l'essayer, puis d'avancer tout le monde ensemble. Oui, puis c'est correct d'avoir des divergences d'opinion, puis de pas avoir les mêmes objectifs, tant qu'on respecte les opinions puis les objectifs des autres. Exact. Puis, tu sais, comme qu'ils disent, les discussions, ben, ça mène souvent à des plus grandes idées, puis à des échanges qui n'auraient pas lieu. Si on était tous d'accord, ça serait plate. Mais tout ça pour dire qu'en 2018, je voyais que le Canada, on était en train de se faire un petit peu laver avec la renégociation de l'ALENA. Trump qui arrivait avec la fougue d'un jeune poulain de 18 ans. Puis, ben, tu sais, notre Justin qu'on connaît, qui est poli, qui est gentil, puis qui veut pas froisser. Fait qu'on était comme un petit peu... à la merci de... Ouais, on était désavantagés, je trouve, dans cette négociation-là. Puis, moi, ben, tu sais, je viens de la campagne. Fait que mes amis, c'est des fermiers. Puis, tu sais, beaucoup de mes amis ont eu comme un peu le quota de leur père, si on veut. Fait qu'ils reprennent la ferme. Il y a le quota qui vient avec, les bâtisses, les responsabilités. Puis, l'investissement, évidemment, c'est des gros investissements. Dans la renégociation de l'ALENA, ben, une des choses qui était comme mitigée, c'est que, dans le fond, les États-Unis avaient le droit de vendre leur lait non modifié. Donc, avant l'ALENA, dans le fond, les États-Unis nous vendaient du lait diafiltré. Ça veut dire qu'on s'en servait pour faire le fromage de Petit Québec qui n'est pas fait au Québec.
tout plein de produits laitiers. Donc, on se servait de... Je viens d'apprendre quelque chose. Ouais, ça. Fait qu'on se servait de leur lait pour faire du yogourt, des choses comme ça. Mais les États-Unis n'avaient pas le droit de vendre leur bonne vieille pinte de lait à côté de la nôtre. Puis moi, ça a été comme un élément déclencheur parce que, tu sais, on avait tous des... Je sais pas, peut-être que vous êtes trop jeunes, mais tu sais, nous autres, à l'école, on avait le petit lait. Les petits gobelets. Ah, le petit berlingot, là. Avec les sachets de fluor aussi. Ouais, aussi. Je sais pas si c'était bon, ça, finalement. Hein? Les sachets de fluor, non. En tout cas, tu sais... C'est ça. On est encore chanceux de ne pas être phosphorescent aujourd'hui, je pense. Non, on a des belles dents. Fait que c'est ça. C'est ça qui a été un élément déclencheur. Je me suis dit, OK, là, si on commence à avoir des pintes de lait américains à côté, nos pintes de lait que c'est nos chums qui font, de Québon, peu importe, j'ai dit, non, on va se faire envahir. Ça sera... Fait que là, je me suis dit, ben moi, quand même, je prends le téléphone, puis j'appelle Donald Trump, puis je dis, hey, Don, come on. T'sais, ben, il va pas m'écouter, anyway. Puis si ça sort, il va dire que c'est pas vrai, anyway, il va dire que c'est un fake news. Fait que là, je me suis dit, on va se faire un groupe, puis on va se bâtir une intelligence collective. Ça veut dire que quelqu'un va dire, hey, moi, j'ai trouvé ça fait au Québec, j'ai trouvé ça, puis ça va être le fun parce que, tu sais, si on est une cinquantaine, une centaine de personnes, ben au moins pour nous autres, ça va être un outil qui est plus facile. Quand on va aller faire notre commande, on va le savoir, hey, ça, les chips Yum Yum, c'est fait au Québec, ça, puis ça, puis ça. Puis on va être capable de s'en aller, puis de le faire plus facilement. Parce que j'ai essayé d'aller faire la commande, puis d'acheter juste du stock au Québec. Puis c'est pas facile. Ben, je suis sorti de là 2 mois après. Tu sais, je suis sorti quand ma photo était rendue sur la pinte de lait, puis qu'il y avait un avis de recherche. C'était compliqué. Pour vrai, avant la mise en marche du panier bleu, etc., puis tout, puis que ça devienne vraiment important, c'était difficile d'acheter local. Moins dans l'alimentaire, mais dans tout le reste, c'est extrêmement difficile. Dans l'alimentaire, au moins, il y avait, il y a le fait au Québec bleu qui est sur les produits alimentaires, mais dans toutes les autres industries, pratiquement impossible de savoir. Il faut chercher. Exact. Tu sais, la Suisse, il parlait de la Toblerone cette semaine, là, parce que là, ils vont délocaliser la production de la Toblerone. Okay. Donc, il faut qu'ils changent le logo de la montagne qu'il y a sur le boîtier. Ben non. Parce qu'il y a un règlement en Suisse qui appelle comme la Swissness. Et donc, tout ce qui fait référence à la Suisse doit être produit en Suisse. Ben oui. Sinon, tu n'as pas le droit de prétendre dans le fond, de faire passer un produit suisse qui est fait ailleurs que là-bas. Donc là, ils vont remettre une montagne, mais ça ne pourra pas être le mont emblématique qui a toujours été sur les boîtiers. Et là, tu as dit que Toblerone sort de la Suisse? Oui. Écoute, elle sera plus produite. Le Québec n'est pas fait au Québec. Toblerone ne sera plus fait en Suisse. Là, je commence à capoter, là. Un peu comme les drapeaux de la Saint-Jean faits en Chine. Oui. C'est bon, ça, c'est... Ouais. Une des sphères, ce que je trouve qui manque aussi encore beaucoup de représentation pour les produits québécois, je trouve que c'est dans la sphère technologique. J'avais pensé à ça, puis j'avais commencé à brainstormer autour de ça, mais j'étais dit un répertoire de SaaS. Non, mais tu sais, les logiciels, par exemple, on utilise un MailChimp, mais il y en a des équivalents québécois. On utilise un certain hosting, un hébergeur web. Il y en a des équivalents québécois. Puis dans presque toutes les sphères technologiques, il y en a des équivalents québécois, puis que d'ailleurs, au Québec, on triperait parce qu'on se bat pas autant sur la partie, la plateforme est en anglais, puis on a besoin d'affaires bilingues, blablabla. Mais je trouve que ça manque encore énormément. Il y en a de plus en plus dans le retail, on en voit de plus en plus, entre autres grâce à des gens comme toi, mais dans la partie numérique, il y a avec Copernic, d'un des premiers engins de recherche, qui était un produit québécois, puis que, bon, à un moment donné, Google a fini par passer à la gratte pas mal sur tout ce qui existait. En fait, je lève mon chapeau à mon vieil ami Christian, mais c'est la Toile du Québec. La Toile du Québec, c'était un répertoire qui avait quasiment 99,9% du répertoire, c'est les entreprises québécoises aussi qui s'est fait acheter, qui s'est fait... c'est plate, là, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout que dans la partie numérique versus des entreprises, mettons justement, on parle de retail, le monde a pignon sur rue. Fait que tu peux chercher dans les pages jaunes, tu peux chercher même sur Google, trouver des entreprises locales qui vendent des choses. Mais dans la sphère numérique, tu lances un produit numérique, il existe sur le web, là, tu peux pas géolocaliser. Non, tu pourrais dans les pages jaunes. En fait, tu vas sur Canada 411 puis tu cherches un CMS. En fait, si l'entreprise s'affichait comme correctement, dans son brand,
il y aurait son type de produit, probablement qu'on aurait plus de chances à les trouver. Ouais. Très souvent, le problème, c'est qu'on va s'appeler Zitcom. Mais dans notre nom, il n'est pas marqué Zitcom service de CRM. Right? Mais c'est souvent ça le problème, c'est que les compagnies de technologie ne s'affichent pas avec le produit, ils s'affichent juste avec le brand. Ça, c'est une des lacunes de l'industrie. Ben, il y a aussi où est-ce que le monde cherche. Je veux dire, j'irais pas, mettons, moi, lancer un logiciel puis aller m'afficher dans les pages jaunes. C'est pas de même que le monde va trouver dans ce genre de sphère-là. Puis dans la sphère numérique, c'est là que c'est un peu différent. Tu sais, je pense pas. En fait, c'est pas que j'avais trouvé un répertoire qui avait des logiciels québécois, mais c'était. Puis personne ne cherche ce répertoire-là parce que tout le monde utilise les outils connus déjà. Mm-hmm. C'est ça. Mais on ne s'indexe pas comme ça non plus. Ça, je te dis. Même sur le web, si tu fais CRM Québec, il n'y aura pas tant de produits québécois qui vont s'afficher. Il va être marqué CRM parce que tout le monde veut s'internationaliser. L'affaire, c'est que tout le monde veut s'internationaliser, désolé. Et donc, il ne s'affiche pas comme un produit québécois parce qu'au niveau de la technologie, on veut être partout. Mais c'est une lacune. Si moi, ça m'arrive de faire des recherches avec le mot Québec ou avec le mot Canada. Très souvent, je suis déçu de voir que c'est souvent des produits américains qui vont apparaître en premier. Mm-hmm. Malgré tout, là, c'est ça. Mais c'est comme en design. Je travaille dans le domaine de l'éclairage, puis il y a une reconnaissance des artisans locaux. Fait qu'en Europe, les compagnies italiennes, les gens sont prêts à mettre le prix pour avoir l'original et non pas sa copie chinoise qui va se vendre le 10e du prix de. Non, pour eux autres, c'est une aberration là, d'acheter une copie de quelque chose parce qu'ils disent qu'il faut encourager notre design, c'est pour ça qu'on est reconnu. Mais, puis la main-d'œuvre aussi, je veux dire, la qualité de la main-d'œuvre, comme vous savez, moi, je suis dans les montres, je suis un maniaque de montres. Oui, j'ai des montres chinoises, mais j'ai acheté une montre chinoise, pas une copie d'un brand. Une montre chinoise qui est chinoise, mais si tu me demandes une montre qui est bien montée, je vais aller vers des pays qui font des montres à la main, puis qui les designent, puis qui a une main-d'œuvre, puis que c'est un art qui a été développé sur des siècles. Right? La technologie, c'est la même chose. Exemple, là, ce que tu dis, très bon exemple de ça. 90% des gens pensent que Shopify, c'est américain. Là. Personne ne réalise que c'est une compagnie canadienne. Là. C'est à Toronto. Pourtant, c'est comme le plus gros site de création de e-com. Lightspeed aussi, il me semble, c'est québécois. Oui, Lightspeed, c'est québécois. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui partent ici. C'est quoi la compagnie qui fait un software 3D? Justement, ils sont à Montréal et aux États-Unis, là, mais ils ont des bureaux à travers le monde. Blackmagic, pas Blackmagic, non. Vas-y, Softimage, mais c'est plus. Non. Oui, là, c'est Autodesk. Oui, c'est AGT, oui, c'est ça. Et Autodesk, ils ont beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre au Canada. Là. Ils sont peut-être pas canadiens, mais ils sont pas loin d'être canadiens. Mais non, c'est pas ça. Là. Il y a une autre compagnie là, de 3D que tout le monde pense américain. Mais tu as raison, Softimage dans le temps, Alias, il y a plein de. On a plein de compagnies, on veut tellement s'internationaliser qu'on enlève le brand d'où on vient. Tu sais. Mais continuons dans ton histoire, donc, de la création du groupe. C'est intéressant. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a la main-d'œuvre, on a les qualifications, on a l'expertise ici pour le faire. Maintenant, mais tu sais, ça reste que, en gros, tu sais, j'achète québécois, j'achète local, le succès de ça, c'est que c'est énorme. C'est des milliers d'entreprises. Puis ça prend un endroit, ça prend une place où ce que tout le monde se rencontre. Là, on a beaucoup de produits, mais c'est pas fini de le développer. Il faut justement, OK, si on a des gens qui sont dans le développement de software, dans des applications, etc., il faut que les gens, parce que ça a toujours été, si les gens doivent regarder à 25 places pour être capables de trouver ce qu'ils recherchent, 2-3 places après ça, ils vont faire quoi? Ils vont aller sur Amazon parce que c'est facile. Parce que acheter en ligne, ça devient quelque chose qui doit être intuitif puis qui doit être facile à faire. Puis les gens n'ont pas la même patience pour un achat en ligne que si on part un beau samedi qu'on va se magasiner un vélo ou parce que à Montréal, ça tu l'as-tu vu, toi, l'impact dans tes opérations, justement, tu sais, un Amazon ou est-ce qu'avec Prime, OK, tu sais, comme je clique, tac, c'est là le lendemain matin, des fois même c'est quasiment rendu l'après-midi même, là, tu sais, qu'on va te livrer ta commande. Est-ce que cette facilité-là qu'ils ont réussi à mettre en place fait perdre des parts de marché, c'est comme
à l'interne à d'autres qui auraient pu, comme normalement, sortir leur épingle du jeu, mais là, qui se font écraser par le géant américain. T'sais. Oui, je pense que oui. C'est sûr. Parce que tant que chacun ne sera pas conscient que l'important, là, c'est de décider aussi qu'on dépense notre dollar. C'est ça qui est important. Tu sais, dans la vie, là, on a 2 façons de se faire entendre. La première, c'est quand c'est les élections, puis où on gagne ou on perd, ou pour certains, on s'en fout. Puis c'est de la façon qu'on dépense notre dollar au Québec. À toutes les fois qu'on dépense une pièce, si on prend le temps de réfléchir où est-ce qu'on dépense cette pièce-là, ça va finir par porter fruit. Mais c'est sûr, parce que Amazon s'est rendu, écoute, on arrive, on regarde quelque chose, peu importe, là, même moi, j'achète sur Amazon. Je me cherchais quelque chose pour être capable de déglacer ma toiture. Puis là, je faisais le tour, j'ai regardé, là, j'ai Patrick Morin, tout, j'ai fait le tour. Là. Canac, puis il n'y avait rien. Fait que j'ai été obligé d'aller là. Ben, j'ai fait quand même 2-3 sites avant, je me suis donné. Ça m'a pris un certain laps de temps, mais ça reste que l'achat en ligne, souvent, c'est quelque chose qui est quand même assez impulsif. Mm-hmm. Ouais, pas juste ça. Je pense que il y a 2 choses. Un, Amazon se rend un méga agrégateur dans le sens qu'il y a tout. Il n'y a rien que tu peux ne pas trouver là-dessus. Fait que c'est sûr qu'on sait qu'au bout de la ligne, tu peux le trouver, mais l'autre chose, c'est les frais de shipping. Ça, je veux dire, c'est au Québec, on se donne pas les moyens d'être compétitif dans cette sphère-là. Fait que c'est sûr que, oui, si tu veux acheter une affaire à 300-400$, il faut avoir des boutiques au Québec qui vont pouvoir te shipper gratuitement. Ouais. Ça fait du sens de payer le shipping pour ça. Ouais. Mais quand tu veux acheter des commodités, c'est irréaliste pour une entreprise québécoise de te shipper 3 tubes de pâte à dents. Je veux dire, ça va coûter plus cher de shipping, puis on s'aide pas, là. Ça coûte moins cher faire venir des États-Unis qui passent quand même par Post Canada pour que ça arrive chez vous que ça coûte du Québec au Québec. Fait comment tu veux performer là-dedans? Moi, je suis d'accord avec toi. Quand j'avais mon brand de vêtements, d'ailleurs, j'étais aussi sur j'achète québécois, j'achète local. Quand j'avais mon brand, le shipping était un gros facteur. Un t-shirt, ça coûtait 20$ de shipping puis 20$ de t-shirt. Ça n'avait aucun sens. Ben, ça reste que c'est vraiment là qu'est l'enjeu. Le jour où parce que je continue de croire qu'on est capable de s'organiser au Québec, on a tellement réalisé les plus belles choses au monde. T'sais, on est un peuple que quand on s'unit, tout le monde ensemble, là, puis tous les territoires, puis tout le monde de partout, on est capable de réaliser les plus belles choses au monde. Mais il faut qu'on s'organise là-dessus. Parce que c'est là où le bas blesse. Actuellement, je suis en communication avec des milliers d'entreprises. Puis c'est tout le temps le shipping qui est un petit peu la problématique parce que ça coûte cher, parce qu'on n'a pas assez d'alternatives. Puis pendant ce temps-là, ben c'est ça, écoute, Amazon, ils mettent des centres de distribution partout, puis on continue d'acheter. Puis là, ben quand on voit un maire d'une certaine localité dans l'ouest de Montréal, un petit peu à l'extérieur, pas loin de Valleyfield, mais je vous dirai pas c'est où la place. Puis que là, la personne est contente. Là, elle dit « Je viens créer des emplois. » Pas tant. Parce que tu crées là va en faire perdre d'ailleurs. Tu as juste déplacé des employés. Pas juste ça, il n'y a pas beaucoup d'employés dans une boîte d'Amazon. Pas vrai, il n'y a presque pas. Non, parce que tout est automatisé. Fait que c'est très robotisé parce qu'à la vitesse qu'il faut que ça bouge, c'est plus des personnes qui manipulent les. J'étais allé voir le site de distribution de Lumen à Laval. C'est fou, là. L'électricien, il passe sa commande, puis c'est le robot qui va chercher la commande, qui assemble la boîte, met le sticker dessus. Puis quand il arrive à 7h le matin au comptoir, la boîte est prête, puis il peut partir avec. Fait que ça a des avantages de faire ça, mais c'est ça, en même temps, c'est quand que ça va d'importe. Là, eux autres sont Canadiens, ils sont ici, mais quand que c'est Amazon qui fournit ce service-là, ben le gros des profits, l'impôt reste plus ici. Là, je peux t'assurer que l'argent qu'Amazon faut au Canada, il ne paye pas grand impôt. Non, il ne paye rien. Puis, à quelque part, c'est aberrant parce que je comprends puis je comprends pas. Parce qu'à quelque part, on laisse faire ça, on encourage ça, puis petit à petit, c'est quelque chose qui nous nuit. Si on laisse ça aller pendant... Mais on magasine moins parce que si tu regardes, on magasine vraiment moins. Amazon a tellement fait un gros impact au départ avec des prix beaucoup moins dispendieux que maintenant, on ne réalise pas qu'Amazon est rendu plus cher. Ça arrive souvent. Là, quand tu compares, là, tu te dis pourquoi je paierais ce prix-là
C'est vraiment juste parce que je dis, OK, je ne veux pas aller me prendre 15 minutes pour aller au centre d'achat. Oui, pour c'est aller rendu l'acheter. 3 fois sur 4 que je fais une recherche. C'est beaucoup plus dispendieux, là. Pas un peu, mais beaucoup plus dispendieux. J'ai acheté un toutou à ma fille. Sur Amazon, il était 75$, puis il était 25$ au magasin. Je veux dire, excuse-moi, là, mais ça me coûte pas 30$ d'essence me rendre au magasin. Là. Mais on s'en rend plus compte. Parce que là, tout le monde peut s'ouvrir une boutique. Tu sais, moi, j'ai des amis qui avaient des boutiques pignon sur rue qui n'utilisent que Amazon maintenant, right? Et qui envoient tout leur stock dans un centre de distribution. Oui, en dropshipping. En dropshipping, puis Amazon s'occupe. Évidemment, Amazon, c'est quasiment juste une compagnie de courrier, là, quand tu penses à ça. Oui, c'est ça. Là. Je sais. Distribution, courrier. Ouais. C'est des entrepôts qui accumulent du stock qui vendent pour d'autres. Ultimement, c'est ça. Mais c'est le coût écologique de tout ça. Parce que, tu sais, une vanne d'Amazon, là, tu peux en avoir 4 qui passent sur la même rue, back-à-back. Là, on a eu cette discussion-là la dernière fois avec Angelo. Ça, tu sais, puis tu dis, c'est fou, là, tu sais, l'impact que ça a. Sur l'environnement. Pour un paquet d'affaires. Tu sais, si tu n'as pas moindrement cliqué, OK, attends d'avoir tous mes morceaux. Comme je n'ai pas besoin de l'avoir demain, après-demain, puis après-demain. C'est comme ça peut tout arriver vendredi. En même temps. Mais encore là, tu sais, à cause de la logistique, le truck ne peut pas tout le temps être rempli pour mettre toutes les commandes de tout le monde de la même rue dans un. Puis ça vient pas toujours du même centre de tri. C'est ça que j'ai appris. C'est que c'est très souvent pas du tout dans le même centre de tri. Il y en a un qui vient de Toronto, l'autre de la Ville de Québec, l'autre de Trois-Rivières. Là, ça se ramasse chez vous, puis ça peut pas être le même camion, tu sais. C'est pas organisé comme Post Canada, justement, où est-ce que ça se ramasse dans un centre principal, puis par région, c'est distribué. Ça part du centre de tri, ça s'en va chez vous. C'est une question de délai. Là. C'est pour ça que c'est le même. C'est Post Canada, je vous dirais, tu livres ton enveloppe, on me donne 7-8 jours, voir si ça peut rester à la même place avant de l'envoyer. Je veux dire, c'est sûr que rendu là, t'as le temps à dégrouper. Là. Au niveau de l'organisation, Post Canada a réussi à reprendre part de marché qu'ils avaient perdu parce qu'ils ont failli. Ils ont failli y passer, même si c'est fédéral. Là. Mais au niveau de la tarification, ils sont tellement loin. C'est comme ce qu'ils ont perdu du côté courrier, parce que je travaillais dans l'industrie postale aussi dans le passé, puis ils ont tellement perdu de volume de courrier, personne qui envoie. Avant, toutes les payes, on avait des machines là, à 50 000$ juste pour timbrer, dans moindrement que tu avais une grosse entreprise, tu avais des milliers de lettres qui s'envoyaient à toutes les semaines à tous tes employés. Il y avait même des signataires de chèques automatisés parce que les chèques étaient signés manuellement. Quand tout ça est passé au numérique, la facturation maintenant, la plupart des grosses entreprises te disent, regarde, ça va coûter 2-3$ si tu avais encore papier, sinon passe au numérique. On te le garde 7 ans sur le serveur. Fait que le comptable il te demande l'information, 2 clics, tu as tout ton historique. Fait que ce volume-là, ils sont allés rechercher des revenus dans le colis, parce que là, les colis sont devenus très à la mode, mais à un moment donné, ça a fait en sorte que t'es pas compétitif. Je veux dire, ça me coûte moins cher de me faire choper Next Day, FedEx, que d'utiliser Post Canada pour me faire livrer un colis qui va arriver dans une semaine. Ça fait pas de sens. Ce qui est fâchant, c'est que, comme tu dis, ils essaient d'aller bourser les tarifs pour compenser, mais ils le font juste localement. Ce que je veux dire, c'est t'as des deals à l'international, je veux dire, c'est pas normal que si tu fais des États-Unis ou de la Chine, des choses finissent par passer vers Post Canada, puis ça leur coûte moins cher à eux. Là. Écoute, c'est plus rapide de te faire shipper une lettre d'Angleterre pour qu'elle arrive à Montréal que quelqu'un qui t'envoie une lettre de Montréal à Montréal. Il fait venir un fil de Chine parce que c'est la seule place, parce que bref, le fabricant ne vend pas par partie, puis je voulais pas changer. Une souris, peu importe. Là. Ouais. Je fais shipper un fil de Chine, m'a coûté 5$ de shipping, tandis que si j'achetais un fil au Québec, dans un magasin, ça m'aurait coûté plus cher que ça. Il a pris le bateau, là, ce fil-là. Là. Il a voyagé plus que moi. Je veux dire, c'est ridicule. Fait encore là. Puis il utilise quand même notre réseau. Ben oui, exactement. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est qu'il utilise le réseau de Post Canada pour se rendre chez toi, puis moi, je l'envoie de Montréal, puis il va coûter plus cher à shipper, puis il va arriver plus tard. C'est comme ça qu'on disait, vu qu'à l'international, il y a un pouvoir d'achat plus gros, il négocie des tarifs, mais rendu là, tous les commerçants, je veux dire, ils pourraient avoir un pouvoir d'achat aussi, puis c'est eux qui écopent la facture. Puis ultimement, je pense que étant un service public, c'est des commerçants qui font pas d'argent, qui payent pas d'impôts là-dessus. Je me demande à quel point on perd de l'argent ultimement. Ouais, j'ai des amis qui ont fait une collaboration, je ne me rappelle pas c'est dans quel coin, mais ils ont pris tous les commerces de leur secteur, puis ils ont chapeauté une organisation pour le shipping avec Post Canada. Ils ont renégocié tout sous le nom d'une entreprise, mais cette entreprise-là, en fait, appartient à tous les commerces locaux. C'est excellent. Pour ramener, oui, parce que sinon, tout le monde négocie son tarif à la carte avec Post Canada. Fait que c'est tout le temps
dans le shipping, c'est ça, c'est au volume que tu amènes. Fait que quand tu es plein de petits joueurs, ben c'est sûr qu'ils n'ont pas le pouvoir qu'un Amazon ou un autre va avoir et dire, regarde, voici le volume que je peux t'amener par année. Mais ça fait en sorte que, justement, on se tire dans le pied. Exact. J'aimerais ramener la discussion vers j'achète québécois, j'achète local. Puis dire justement, la vocation de ce groupe-là à l'origine, c'était que les gens aient un endroit sur Facebook où se rassembler, proposer leurs produits. Puis au départ, c'était pas tant des grosses industries, mais c'était des artisans, des petits commerces, des gens qui n'ont pas de place, justement. Fait que, s'il te plaît, Nicolas, continue dans ta lancée. mais c'est intéressant, mais je veux quand même que, je veux que les gens connaissent la plateforme. Il y a beaucoup de membres qui sont là et qui ne retournent pas, mais ils ne réalisent pas qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes qui se propagent sur ce groupe-là. Ouais. Puis après ça, aussi, j'aimerais ça que tu me parles de tes dernières acquisitions. C'est aussi très intéressant. Fait que, continue de nous donner un petit peu le topo là, de la création de ce groupe-là, puis où est-ce que c'est rendu aujourd'hui, s'il te plaît. OK. Fait que c'est ça. Donc, on a décidé de créer une intelligence commune où ce qu'on pouvait échanger. Puis au début, c'est ça. Il y avait ma mère puis mes tantes là, au début. Puis c'était comme, j'ai trouvé ce savon-là puis tout. Mais pour vrai, chez nous, ma mère, ça a toujours été comme ça. Elle a tout le temps fait attention. Elle a tout le temps été d'une petite place, d'une petite coop là, où elle achetait ses produits le plus local possible. Ouais. Fait que c'était ça. Puis là, les gens faisaient des trouvailles, puis échangeaient. Puis tu sais, t'avais une belle dynamique. Quand on est arrivé en 2020, on avait déjà comme... on n'était pas... peut-être 1500, 2000 personnes. On n'était pas une grosse gang, mais c'était déjà bien. Puis la dynamique était bien installée, mais c'était beaucoup de la recommandation. Souvent, là, c'était comme « Hey, j'ai trouvé ça, savez-vous? » Ça, c'est fait au Québec, puis tout. Puis c'est le fun, que les gens faisaient « Ah oui, hey, justement, crime, hey, je savais pas. » Puis souvent, c'est ça, c'est parce que, tu sais, on n'a pas toujours le réflexe de regarder sur l'emballage. Tu sais, de où ça vient, puis ça appartient à quelle grosse compagnie ou petite compagnie. Fait que ça roulait, puis ça allait bien. Puis là, à un moment donné, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, on a eu comme une petite crise, une pandémie, puis ça a été difficile un peu. Pour vrai, ça a été difficile sur bien des... Mais je veux pas trop parler de ça. Mais il y a du positif qui est arrivé, par contre. Puis dans le positif, c'est ça, c'est que pour une fois, je voyais le peuple qui se réunissait, puis on dirait qu'en temps de crise, on a tendance à serrer les coudes, là. Ouais, à serrer les coudes, à refermer un petit peu nos frontières, puis à se recentrer sur notre peuple. Je trouve que ça a eu du bien. Ouais. Quand ils ont sorti le panier bleu, là, c'est en temps de crise en plus, les gens ont... Tout ce qui était latent, ça allait exploser. Les gens se sont dit « Hey, oui, acheter local, c'est... » Finalement, les gens se rendaient compte de l'importance. Plus tard, on s'est rendu compte que, oui, mais pas juste ça, au niveau de l'environnement aussi. À bien des niveaux, c'est bon d'acheter local. Mais, fait que nous, c'est ça. Il y a une fille qui était sur notre groupe, elle avait publié le panier bleu, justement, parce que nous autres, ça correspondait avec nos valeurs. On était heureux que le gouvernement fasse ça. Puis, nous, tout d'un coup, les gens tapaient le panier bleu, puis c'est nous autres qui sortaient. Parce que là, nous autres, le party était pogné, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai mon amie Lilia qui me texte, elle dit « Nico, elle dit, t'as-tu été voir le groupe J'achète québécois? » Elle dit « Pour le fun. » Non, je suis en train de me planifier des vacances pendant une couple de mois. Puis là, je regarde, puis là, c'était ding, 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 ding. Le monde, ça rentrait. Puis, tu sais, je me rappelle le premier jour, je suis arrivé, je disais « Garde bien ça, si ça finit pas à 10 000, cette affaire-là. » Hey, 10 000 personnes, moi, j'étais fou comme de la merde. Puis finalement, c'est beaucoup, 10 000. C'est beaucoup, tu sais, fait que ça... En tout cas, ce groupe-là a explosé. Puis ça a été un tabarouette de bons défis. Parce que là, il fallait définir vraiment la mission. Puis c'était un petit peu comme si on apprenait tout le monde à piloter un avion pendant qu'on la bâtissait, dans les airs. Parce que là, tu te retrouves avec tellement d'activités, tellement d'humains qui échangent, puis des fois c'est du beau, des fois c'est un petit peu moins beau. Ouais. Pour mettre des... non, mais les garde-fous, là, c'est de gérer tout ce monde-là, tu sais, puis modérer
les conversations. Là, t'as plus juste 2000 usagers. Comme tu dis, ça passe de 2000 à 50 000 à 300 quelques mille. Ouais. Oups, c'est plus tout à fait la même monnaie. T'as du monde qui, à temps plein, doivent juste faire ça, là, tu sais, s'assurer qu'il n'y a pas... Ben là, c'est ça. C'est que en fait, depuis ça, ben il y a toujours du monde à temps plein. Tu sais, j'ai une équipe de 10 personnes avec moi. Puis si ces filles-là n'étaient pas là avec moi, ben ça pourrait pas fonctionner. Là. Parce que... Ben ouais, disons que ça prendrait probablement une direction très négative. Oh, tu sais, là, je te dirais que ça s'en vient quand même pas pire. Parce que, tu sais, il y a quand même... Tu sais, sur le volume, il y a peut-être quelques milliers de personnes qui se sont fait bloquer l'accès au compte. Parce que, veux pas... il y a des choses qui sont comme... qui sont juste comme pas acceptables. Puis que nous, c'est même pas un no-brainer. Tu poses pas de questions. Tel type de comportement, c'est... Ciao, bye. C'est ciao, bye. Pas de chance, il y a même pas de... On n'en reparle pas. C'est comme... Mais tu sais, aujourd'hui, je trouve que l'atmosphère est vraiment propice au développement. Les gens... Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours... À tous les jours, il va y avoir une discussion, il va y avoir une publication qui va faire jaser. Puis c'est correct de jaser. On en parlait tantôt. La discussion, ça fait développer, ça fait avancer les sociétés. Mais il faut le faire d'une façon civilisée. Dans les discussions que j'ai vues souvent, passant à ce groupe-là, qui des fois, tu venais me chercher un peu, c'est la partie... Je trouve que des fois, il y a, dans justement, dans le collectif, là, on value pas toujours autant le craftsmanship. T'sais. Souvent, maintenant, on le voyait, quelqu'un qui disait « Ah, moi, j'ai fabriqué ce meuble-là, je veux le vendre, il est 475 $. » Voyons donc, chez Ikea, c'est 50 $, ou je l'achète là. Puis, tu sais, le monde sont comme « Mais oui, mais regarde, tu l'achètes au Québec, les matériaux, ça va être du bois d'ici. La personne est sortie avec son char, elle a acheté les matériaux, les choisir. Elle a travaillé dessus peut-être. Tu sais, 10 heures. Fait que tu t'enlèves les matériaux, t'enlèves le temps. 10 heures, c'est quoi? C'est payé peut-être au final 12, 13, 15 piastres de l'heure. Tu sais, ça ferait ça à temps plein, c'est 30 000 par année. Fait que je veux dire, puis le monde ne voit pas cette partie-là. On est tellement dans le prix versus prix-résultat. Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai vu beaucoup d'obstination là-dessus sur le groupe. Des fois, je suis comme crime, le monde s'en rend pas compte, là. Ben, en fait, t'as raison. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Moi, quand on voit des situations comme ça, au début, c'est sûr que dans la flambée du groupe, puis dans l'explosion, c'était comme on sortait la personne. On donnait pas la chance à personne de discuter parce que ça déboulait sur un pas pire temps. Ah, ça va vite, là. Ça va vite. Tu touches des cordes sensibles, là. C'est ça. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on va dire, OK, cette personne-là, c'est correct, elle a des questions, elle a une opinion. On va laisser les autres personnes qui sont sur le groupe y expliquer. Puis souvent, ces gens-là, ça devient les meilleurs clients. Parce que des fois, les gens, ils pensent pas, tu sais. Puis ils savent pas, puis ils sont pas posés la question, mais il n'y a pas de méchanceté. Fait que, tu sais, des fois, même les commerçants disent « Ah, il a dit ça, je trouve ça méchant. » C'est une excellente opportunité pour toi d'expliquer. Tu sais, d'expliquer. Puis en même temps, tu vois, le reste du groupe va t'appuyer, là. Tu sais, attends, là, quand ma mère et mes tantes vont débarquer là-dedans, tu vois, ils vont dire au monsieur, là, tu sais, puis j'exagère à peine, parce que si une personne arrive sur une publication d'une personne qui est adulée, qui est aimée, puis qui est supportée par la communauté, la personne fautive va se le faire dire. Elle va se faire mettre à sa place. Fait que, maintenant, souvent, j'ai dit à la personne, on peut l'enlever si tu veux, si ça te chatouille, ce qui est normal, parce que ça touche ta fierté, ça te fait de la peine. Mais si tu es capable de passer par-dessus ça, puis d'y expliquer, puis de profiter de ce moment-là pour démontrer aussi, OK, mais je comprends que tu penses ça, voici c'est quoi mon entreprise, voici qui que moi je suis. Puis là, j'ai dit, en plus que tu vas éduquer cette personne-là, tu vas te démarquer parmi les autres entrepreneurs. C'est un bon les gens vont coach, faire dire, wow, tu vas sensibiliser les autres à cette réalité-là. Parce que les gens, comme tu dis, ne reconnaissent pas des fois le craftsmanship. Puis, je fais souvent ce parallèle-là pour faire comprendre aux gens. Je dis, toi, tu conduis quoi comme voiture? C'est bien rare qu'on me réponde une Lada. T'sais. Je dis, pourtant, une Lada, ça a 4 roues, ça a un volant, puis ça t'amène du point A au point B. Pourquoi tu t'es pas acheté une Lada? Ben, parce que là, tu t'apprêtes à acheter une Lada. C'est ça. En voulant payer moins cher, puis en voulant aller au strict minimum, c'est ça. Fait que maintenant, si tu veux autre chose, t'es peut-être pas d'un moyen de te payer une Mercedes ou une Ferrari, c'est pas ça que je te dis.
Je dis, mais moi, je vends une bonne Honda, puis j'ai des produits dans différentes gammes de prix. Fait que viens pas me dire que mon produit est trop cher pour ce qu'il est. Mon produit vaut ce qu'il vaut parce qu'on l'a fait ici, on l'a conçu ici. Puis il y a une valeur ajoutée. On fait vivre du monde ici. Je paye mes impôts ici au lieu de tout délocaliser en Chine puis avoir dans des sweatshops puis du monde qui travaille à 2 piastres par mois. Puis un morceau à la fois, pas. Je peux pas compétitionner contre ça, là, tu sais. Mais il y a une valeur, il y a une qualité. Ton produit, dans 20 ans, il va encore tenir la route. Ce ne sera pas un acheter-jeter l'année prochaine parce qu'il sera déjà plus bon. Fait que c'est ça aussi que, tranquillement, je pense que les gens réalisent et disent, OK, peut-être vaut la peine de payer un peu plus cher maintenant pour avoir un produit qui va perdurer dans le temps, tu sais. Ouais. Le lit de mes parents, là, ça fait 45 ans. Et l'ébéniste qui l'a fait avait dit, à tout moment, tu viens me revoir, je te le rachète au même prix. Au même prix. Parce que c'est bien que lui, au fil des ans, le lit va avoir pris de la valeur. T'sais. C'est un gros lit baldaquin là, avec des poteaux de 10 pouces tournés. Et il dit, tu viens me revoir, puis en tout temps, je rachète mon lit au même prix. Ouais. Parce que je crois en mon produit. Mais 40 ans encore, il est encore là. Je pense que c'est un peu ça qui est rare. Tu dis, il croit en son produit, puis souvent, les artisans sont des artistes toujours les pires pour se vendre. Ils sont toujours insécures par rapport à la valeur de leurs produits. Puis la personne qui dit, je veux faire enlever le commentaire ou autre, probablement que c'est un peu ça là-dedans qu'elle est. Fait qu'elle, déjà, sûrement en question, quoi, un crime, comment je fais pour répondre à ça? C'est vrai que je suis plus cher, tu sais. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai longtemps eu ce feeling-là de me dire, hey, mon temps, oui, mais là, si le produit final, il vaut tout ça, il va négner. Puis non, enfin, c'est, ben non, je t'apporte de la valeur. Je considère que c'est ça. Puis il y a du monde qui sont prêts à le payer quand ils le reconnaissent. Puis il y a du monde qui sont pas prêts parce qu'ils le reconnaissent pas ou c'est pas dans leurs moyens, puis c'est correct. Mais il faut que le monde soit capable de se dire, ça, c'est ce que j'ai fait, ça a la qualité, puis c'est ça que ça vaut. Tu sais, moi aussi, j'étais comme ça. Maintenant, je suis beaucoup plus sévère sur la valeur de ce que j'offre. Encore là, parce que, à moins qu'il y ait de l'empathie. Tu sais, si quelqu'un a vraiment besoin de mes services comme coach ou comme pour les conseiller dans leur entrepreneuriat, puis je vois que c'est dans une situation qu'ils ne pourraient pas, même s'ils voulaient, tu sais, c'est sûr que je vais le faire. Mais, c'est pas sûr, mais si ça vaut la peine, c'est sûr. Tu sais. Mais le jour où j'ai arrêté de remettre en question ma valeur, c'est le jour où j'ai compris la valeur de mon argent. Puis le monde ne font pas cet exercice-là. Je vais te donner un exemple. Tu vas au marché, tu achètes un steak, ton steak te coûte 20 $. Combien d'heures de travail est-ce que ça l'a pris pour avoir ce 20 $-là net? Net, que tu peux te payer un steak, right? Fait que tu es payé, disons, 16 $ de l'heure. Tu payes 26 % d'impôts, ou je pense que c'est ça, 26, à peu près la base, hein? C'est 26 la base, je pense, à peu près, ou 20, disons, 20 % d'impôts, tu payes ton hydro, tu payes tes affaires, t'as pas mangé encore, là. Il te reste sur ton 16 $, il te reste peut-être 5 $. Fait que ça veut dire que ça te prend minimum 4 heures de travail juste te payer un steak. Le jour que tu comprends ça, tu comprends la valeur de ton argent, c'est savoir que chaque heure que tu travailles doit être le plus rentable possible si tu veux manger au moins un steak par semaine. Ouais, si on était payé à la journée au lieu d'être payé aux 2 semaines, le monde aurait peut-être plus ce feeling-là du crime. J'ai reçu ça aujourd'hui, je vais-tu mettre ça dans mon souper, dans mon restaurant, ou je vais-tu mettre ça dans ci ou dans ça? Oui, ça se peut, oui, en effet. Mais si tu veux connaître ta valeur, il faut que tu saches combien ça te coûte de vivre. Tu sais, je veux dire, si ton meuble, il t'a pris 10 heures, puis tu sais, les artisans vont te dire la même chose, si on chargeait de l'heure, si on changeait de l'heure, ça te coûterait 100 000 $, ton bibelot, là. Ben oui. Tu échanges ton temps contre de la valeur, puis à la fin, je veux dire, s'ils ont des jobs on the side, et ainsi de suite, ben je veux dire, justement, ça leur fait moins de temps pour ça, parce qu'ils l'échangent. Ultimement, on a tous le même nombre de temps dans. Ben, pas tout à fait, là. Ultimement, on a tous le même nombre de temps dans une semaine, du moins. Oui. Fait que c'est ça que le monde échange. Tu sais, j'ai commencé à peindre pendant la pandémie, puis là, j'ai vendu une coupe de toile, puis à un moment donné, c'est pas très cher, là, une coupe de 100$, tu sais. Parce que je suis pas un artiste réputé dans ce domaine-là. Dans d'autres domaines, peut-être, mais pas dans celui-là. Pas encore. Puis, ouais, je pense que je pense que je suis assez d'affaires que celle-là. Ça me tente de laisser à l'autre québécois. Oui, exactement. Mais le gars, il me regarde, il dit, ça t'a pris quoi, 10 minutes de faire ça? Tu sais? Ouais. Je dis, ben, il était 400. Puis il dit, hey, combien de tatouages? Je dis, celle-là, je la vends 400 parce que moi, je l'aime, moi, cette valeur-là pour moi. Puis il dit, ça t'a pris quoi, 10 minutes de faire ça? Puis je regarde, puis j'ai dit, OK, mais combien de toiles j'ai faites avant que celle-là elle me plaise? Tu calcules-tu toutes les toiles que j'ai faites, puis les heures, puis l'équipement, puis en plus, pendant la pandémie, les toiles ça coûtait cher. Là. Une toile vierge, ça coûtait pas 150 $ pour une toile d'une grandeur assez standard, là, tu sais. T'as pas peinturé, t'as pas rien fait. Fait que j'étais comme,
Il y a tout un processus, il y a un coût à me rendre à cette toile-là que tu dois calculer. On vient de finir la construction de 6 chalets locatifs. Puis j'étais à un événement d'artistes dans un bar à Montréal cette semaine. Puis on parlait à bâton rompu là, avec une amie à moi qui est peintre. Puis je disais, aimerais-tu exposer tes toiles dans nos chalets? T'sais? Ouais. Elle dit, ben, non seulement ça, mais j'irais d'autres amis artistes aussi qui aimeraient ça, qu'on puisse les mettre en consigne puis leur donner un exposure. Elle dit, j'ai plein de toiles chez nous qui dorment présentement. J'ai pas l'exposure dans des galeries que j'aimerais avoir pour tout ce que j'ai sous la main. Fait que ça va être une occasion pour nous de donner une chance d'être vu, que nos clients qui viennent louer puissent dire, hey, moi, cette toile-là m'intéresse, parfait, je pars avec, puis qu'on fasse une rotation comme ça. Puis, je dis, ben, parfait. Fait qu'encore là, encourager le local, je trouve ça intéressant de dire, bon, OK, mais quand on organise des soirées corporatives, tout ça, bon, OK, faire affaire avec le traiteur du coin, la massothérapeute du coin, comme, OK, on crée une valeur ajoutée pour faire rouler l'économie qui est là, puis encore là, aider ces gens-là à émerger puis à bien vivre de leur art, parce que si on les encourage pas, nous autres, c'est qui va le faire? Mais ce qui est intéressant, je sais pas si tu le sais, tu allais dire quelque chose, hein? J'ai quelque chose, mais vas-y. Je sais pas si tu le sais, mais la majorité des hôtels, des édifices à bureaux louent les toiles parce que c'est déductible d'impôts. Fait qu'un artiste, les artistes qui font beaucoup de sous au Québec, la majorité, c'est parce qu'ils louent leur toile ou ont vendu contre un remboursement d'impôts. Mais d'ailleurs, l'ancien chum à... Comment s'appelle la chanteuse québécoise là, très très connue là, qui avait fait la chanson version française de These Boots Are Made for Walking des années 70-80. Michel Richard? Ouais. Avec l'ancien chum de Michel Richard là, il était là-dedans, lui, right? Il plaçait des toiles. Ouais, c'est ça. Il plaçait des toiles dans des hôtels puis dans des tours à bureaux. Malheureusement, c'était pas toutes des vrais. Mais le fait est que c'est un gros marché. Il y a beaucoup d'artistes québécois qui ont des agents. Fait que les agents vont, par exemple, au Sheraton, puis ils remplissent le Sheraton de toiles ou en achat ou en location. Puis parce qu'il y a un programme gouvernemental pour aider. C'est déductible d'impôts. Ouais. Intéressant. Il y a un 10%, genre 1% qui doit être nouvelle construction, tout ça, qui doit retourner dans des œuvres d'art. Fait que c'est souvent comme le budget là, de la sculpture. Puis le monde trouve ça donc cher qu'on mette de l'argent là-dedans. Puis oui, mais c'est une déduction. Ça fait vivre la culture québécoise. Ben oui, c'est ça, il faut sortir du lot. Là, le monde oublie qu'on a juste 8 millions d'habitants ici. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on n'ait pas assez d'habitants pour ce qu'on dépense en culture. Là. Exactement. Ouais. Mais ce que je voulais dire, pour te relancer sur l'histoire de ta toile, puis là, où c'est plus un parallèle que je fais, tu sais. Ouais. Parce que là, je peux te comprendre, tu sais, moi, personnellement, dans le contexte de la pandémie, même des fois, à travers le groupe, j'ai mon espèce de radar à bullshit que trigger souvent, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup d'opportunisme que des fois, tu te dis, coudonc, d'après moi, cette personne-là elle faisait pas ça il y a 2 semaines, puis elle a juste vu qu'il y a un groupe, il y a de l'attention. Ouais. Tu sais, des t-shirts là, avec des trucs imprimés dessus qu'ils font faire à l'extérieur, puis qui arrivent. Et c'est ça. Fait que, tu sais, des choses comme ça, puis je parle pas de ça, les toiles, je serais pas autant sur la défensive parce que c'est la job déjà acheté ça. Moi, ça m'a payé bien des comptes, là, les t-shirts. Oui, non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est il y a quand même... Je trouve qu'il y a des... Moi, en tout cas, ça me trigger des fois quand je vois c'est une belle plateforme où il y a des artisans qui posent des choses, qui ont des boutiques qui existaient, qui posent des choses, versus du monde qui disait moi, je vais aller spammer ça de 3-4 idées back-à-back en me disant je vais faire de l'opportunisme puis je vais essayer de capitaliser là-dessus. Puis qu'ultimement, c'est pas vraiment des entreprises locales ou des... T'sais. Non, ça peut être le gars qui paie, comme tu dis, sous contrat. Sur ce groupe-là, j'ai parti une mode que tout le monde s'est lancé dessus, puis c'était j'ai raté ma fête à cause de la COVID. Right? J'ai parti ces t-shirts-là, j'étais le premier à le faire sur le groupe. Puis écoute, quoi, une semaine plus tard, il y avait 40 000 personnes qui faisaient des t-shirts. C'est ça. Et toi, déjà, je connais ta shop, tu les faisais chez vous, tu achetais chez Québécois, tu les imprimais, tu les envoyais. Là, c'était du Gildan, qui vont comme... C'était pas fait sur le gars, la compagnie qui est produit en Chine, puis non, le dropshipping, non, je faisais tout à c'est ça. C'est ça. Fait que c'est là, il faut faire attention, c'est made in Québec, puis... Ouais, j'ai pignon sur eux au Québec, puis encore, tu sais, parce que je suis en virtuel, puis je fais tout faire à l'extérieur, puis je fais juste mettre un fleur de lys dessus pour... on a une amie en commun, justement, Iliane, qui faisait des... maintenant, elle fait des chandelles, mais elle faisait ces bracelets-là. En fait, ça, c'est Iliane, je pense.
Puis elle faisait des bracelets, puis même chose avec elle. Là, il y a du monde qui se sont mis à juste être des revendeurs de bracelets. Là, je sais pas, c'est des chandelles qu'elle fait en ce moment, là, avec des cristaux, choses comme ça. Mais c'est ça, faut que tu sois... C'est correct que ces gens-là le fassent, mais viens pas dire que ça vient d'ici. Oui, puis fallait pas j'achète local, j'achète québécois, c'est clairement, là, j'achète local, j'achète québécois. Fait que, tu sais, je pense que là-dessus, c'est pas facile aussi pour toi, j'imagine, ben pour vous autres, les modérateurs à gérer ça. Là. On a déterminé, tu sais, c'est parce que là, c'est sûr que les gens qui annoncent, ils ont une carte. Ils se prennent une carte de membre à 9,99 par mois. Ça, c'est nouveau? Ça fait combien de temps? Ça fait depuis le mois d'avril de l'année passée. Et puis c'est récent quand même. Je pense que ça filtre déjà beaucoup de choses. Puis ça filtre beaucoup de choses. Puis ça nous permet d'avoir l'adresse de l'entreprise, etc. Fait que c'est sûr, tout ce qui est dropship, tout, on ne permet pas. Puis c'est sûr que le téléphone finit par sonner, mais j'explique à la personne qu'à un moment donné, il y a différentes teintes de bleu. Tu peux avoir du beau gros bleu foncé, comme mes bas de laine tricotés à main, mais tu peux avoir du bleu pâle, mais le bleu pâle, le dropship, il cale même pas. Il est trop pâle. Fait qu'on essaye de garder une qualité de tout ça. Puis en même temps, ça reste que c'est la communauté, c'est la tribune qui décide. Dans le sens que si une personne arrive avec un produit puis qui marche pas, aujourd'hui, les gens l'ignorent. Puis s'ils l'ignorent, ben ils vendent rien. Puis, tu sais, à un moment donné, il y avait comme des... Bon, tu sais, on parle des t-shirts, tu sais, ça revient tout le temps. C'est des tournures de phrases, mais il y en a qui finissent par se faire ghoster. Ça veut dire qu'à un moment donné, la personne est tannée, fait qu'elle va cliquer, je vais plus voir ces publicités-là, puis elle va plus le voir. Fait que, tu sais, ce que ça fait, c'est qu'il y a comme toujours quand même un genre de nettoyage. Un filtre organique, là, tu sais, qui se passe, puis... Puis, d'une autre façon, ce que je trouve tellement le fun, c'est qu'à toutes les fois qu'il arrive du nouveau stock, là, on parle des meubles, là, des artisans de bois, Colin, ça fonctionne. Le monde aime ça. Ben, j'investis beaucoup actuellement justement pour aller chercher tout le temps des nouvelles entreprises. Fait qu'on a un sponsorisé qui roule 30 jours par mois, tout le temps pour aller chercher des nouvelles entreprises parce que ça reste que la tribune, eux, là, les gens, quand ils adhèrent au groupe, eux autres, ils font comme OK, je sais que je vais avoir bien des publicités, mais moi, je veux voir des produits du Québec. J'aime ça, ça m'intéresse. Fait que je suis prêt à avoir passé des publicités d'entreprises, d'artistes puis d'artisans québécois, mais ça prend de la qualité. T'sais? Puis c'est un petit peu l'engagement que la tribune a là envers nous. Puis nous, ben, sur notre côté, on dit aux artisans puis aux entreprises, ben, OK, ben, on a une belle tribune, on bâtit ça tout le monde ensemble, mais il ne faut pas les décevoir, c'est votre public. Ben, c'est pour ça que je suis dans le groupe puis j'aime ça, voir passer ces choses-là. T'sais. On le voit beaucoup, même l'art, ça fonctionne bien. Ouais. Je sais pas si le monde essaie en vendre à travers le groupe. On voit pas souvent le après, mais il y a quand même beaucoup d'activités autour de voici ma nouvelle toile, après ça de le faire, ou aidez-moi à trouver un nom. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis il y a une belle synergie, c'est le fun. Ouais. Mais je pense que des fois, c'est plus. Sur 321 000 personnes, il y en a beaucoup qui sont pas tech-savvy ou qui comprennent pas que beaucoup de produits, des fois, sont faits en Chine, puis ils vont pas faire la recherche au-delà de ça. Puis souvent, c'est dans les... Il y a beaucoup de choses dans le groupe de « Ah, c'est la fête à mon neveu bientôt, suggère-moi des choses. » Puis c'est là que tu vois là, du... moi, j'aime ça prendre des images, aller « Ah, je vais faire une recherche Google avec ça. » Pouf, Alibaba, la personne m'a commandé une copie. Je suis d'accord avec toi. J'ai eu cette réflexion-là aussi. Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que tu restes un Québécois qui vend un produit, puis je veux t'encourager. Okay, donc, ton produit, tu l'as pris sur Alibaba, tu l'as pris en Chine, mais ton commerce, toi, tu es un Québécois. Là. Je m'attends pas à ce que ton produit soit entièrement fait ici. Le dropshipping, c'est autre chose. Le dropshipping, c'est que zéro. En fait, tu n'as aucun effort personnel. Shippé direct de la Chine. Oui, puis tu fais rien, tu prends même pas la commande. Mais si, par exemple, comme tu dis, des fois, je vais voir le monde qui assemble des choses, puis je reconnais de Alibaba ou AliExpress ou de eBay, mais je sais que la personne, il a fallu qu'il aille commander, il reçoit ici, il les assemble, puis là, il les vend. Mais toi, à ce niveau-là, ça me dérange moins. Le produit lui-même n'est pas obligé d'être du Québec, au moins que le commerce, que ça soit un vrai commerce, puis qu'il y ait un effort derrière. Tu ne sois pas en train de spammer le monde tout le temps. Ça. Non, tout est dans la présentation, puis dans des fois la fausse représentation. Il y avait un article à un moment donné dans la presse où une compagnie qui se prétendait faire des collants à Granby, haut de gamme,
Puis finalement, la compagnie n'existait même pas ici. Là. Il y avait une adresse physique sur le site web qui disait que ça venait de Granby. Finalement, c'était un truc d'Alibaba, puis c'était juste une façon de se faire passer pour des compagnies locales. Puis dans chacun des marchés locaux, ils prétendaient avoir pignon sur rue, là, quasiment. Là, puis là, ils vendaient des collants à 70-80$ alors qu'ils coûtaient 2$. Fait que la qualité n'était pas là. Puis deux, c'était pas local pantoute. Là. C'était toute de la fausse représentation. Fait que, exact. On a eu une entreprise qui était sur le groupe, puis qu'on a vraiment comme. On avait pris une carte annuelle, on l'a remboursée, puis on a fait. C'était une entreprise, les gens étaient en Alberta. C'était des Québécois, mais ils étaient en Alberta depuis bien longtemps. Puis ils disaient que l'entreprise était québécoise, mais elle n'était pas québécoise. C'était l'adresse chez sa mère. Fait qu'on a fait non, regarde. C'est pas parce qu'on veut pas l'encourager, mais à un moment donné, ça ne cadre pas dans ce que on va encourager notre monde. C'est comme tu dis, des fois, tout n'est pas fait ici, mais on encourage notre voisin. À un moment donné, je suis dans l'automobile, encore, ben là, moins. Hein. Puis, la question comme ça, l'automne passé, puis mon comique, des pneus, fait au Québec, tu fais quoi? Là, j'étais comme, ben, il y en a. Il y a Firestone, puis il y a Goodyear. Il y a encore des pneus faits au Québec, mais ça ne fait peut-être pas sur votre véhicule. Fait que j'ai dit déjà. Ou dans votre budget. Regardez, c'est qui votre voisin? C'est qui vend des pneus chez vous, votre voisin? Peut-être au lieu avant d'aller chez Walmart ou un gros site américain. Allez voir le garage du coin. Ouais, ton garage du coin. Le prix va être le même. Là. Ils vont vendre des pneus. Puis en plus de ça, tu fais travailler un gars de ta localité. Tu reviens un peu comme tu disais les différents degrés de bleu. Là. Je pense que c'est plus dans la quantité d'informations qui passent. Le monde savoir faire le prix. Fait que justement, la personne qui revend puis qui a cherché de l'extérieur puis qui revend est mis sur au même niveau que l'artisan qui, lui, vend son produit 20$ de plus dans le commentaire en dessous, puis qui est clairement avoir de la misère à le vendre parce que la majorité des gens ne sont pas informés sur le fait que ça se fait, s'acheter un produit puis le revendre direct de même. C'est ça qui me vient me chicoter plus. Mais oui, je suis d'accord que je préfère bien plus. Je suis d'accord avec toi. Je préfère acheter quelque chose, justement. Là, c'est pas rare. Des fois, j'envoie des produits à gauche puis à droite que j'ai goût d'avoir, même s'ils sont faits à l'extérieur, ben, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui le revend ici. Etsy, c'est plein de monde de même, puis tu cherches Montréal ou Québec ou peu importe, puis tu cherches ça là. Mais tu te dis, ça a été vendu ici. Je préfère quand même ça, mais c'est plus d'avoir... Moi, j'aimais beaucoup Etsy avant. Je m'en sers encore sur plusieurs choses. Au niveau des artisans et des infographistes qui vendent des affaires custom, c'est super le fun. Mais malheureusement, il y a beaucoup de faux... comme dans les montres, il y a beaucoup de fausses montres sur... les gens disent « vintage watches for sale », mais c'est toutes des fausses. C'est plate, mais c'est ça. Fait vraies fausses vintage. Nico, il nous reste pas tant de temps que ça. C'est quoi tu as fait des acquisitions dernièrement de groupes Facebook, justement, pour grossir ton réseau? Parle-nous donc un petit peu des groupes que tu viens d'acquérir. On a fait l'acquisition d'Animaux à donner Québec. Je pense qu'on était à 125-130 000 là-dessus. Wow. Puis c'est un groupe, écoute, c'était assez trippant pour vrai. On fait même pas de sous encore avec ça, mais on s'en sert pour certains artisans qui vendent, puis des entreprises qui vendent des affaires destinées aux animaux de compagnie. Okay. Mais en fait, c'est un groupe où si les gens ils ont à un moment donné, tu te ramasses avec une portée de chatons, puis ben, ce que tu fais, c'est que tu vas là, puis que tu les donnes. Tu as des gens qui veulent avoir des animaux, puis tu as des gens qui veulent en donner. Puis des fois, tu as ton chien qui a 3-4 ans, puis je sais pas trop, tu pars, tu peux pas l'amener, n'importe quoi. Pas toutes des histoires agréables, mais au moins, le but de ce groupe-là, c'est de donner une deuxième chance, une deuxième famille à des animaux de compagnie. Fait que ça, je trouve ça vraiment trippant, c'est le fun. Tu me fais penser, t'as-tu eu la chance de parler avec mes amis de New Day Rescue, finalement? Tu m'avais demandé leurs informations quand je vais adopter le chien. Non. Ben, je te dis non, puis il me semble que j'ai vu une publication passer d'eux autres. Barbara, puis Christine. Je te renverrai leurs informations. Puis qu'eux autres, comme vous le savez, vous autres, là, j'ai adopté un chien qui venait du Maroc. Parce qu'encore là, ça reste que, autant que possible, il faut faire converger les missions puis les informations à bonne place. Exact. Si on va avoir du succès. J'achète québécois, j'achète local, c'est un exemple de ça. Puis j'aimerais qu'on puisse converger encore
plus de trucs. Les animaux, c'est la même chose. Fait que tout ce qui est les refuges, etc., que quand tout le monde essaie de tirer à gauche puis à droite, chacun de leur côté, on n'a pas le succès que si on fait comme garde, on a 25 refuges qui Pourquoi pas s'aider? Pourquoi pas s'aider? Puis l'autre, là, c'est une page de construction, donc ça s'appelle Spotted Construction Québec. Moi, j'ai fait l'acquisition d'un gars qui l'avait acheté du propriétaire. Puis, il n'était pas capable de s'en occuper, il ne savait pas quoi faire. Moi, je ne savais même pas qu'on peut acheter des groupes. Je l'ai appris là pendant la discussion, je fais comme si je le savais, mais j'en avais aucune idée. Là. Ouais, c'est ça. Je suis en train d'en acheter d'autres, puis éventuellement, c'est de monétiser, puis de faire des flips ou de trouver des propriétaires qui sont intéressés par une mission. Comme les Animaux à donner Québec, c'est une mission. Plus que. Ouais. Oui, c'est sûr, Mondou puis tout vont vouloir faire de la pub là-dessus, mais ça reste que c'est une mission à la base, où on le fait tout pour la bonne raison, tu sais. Puis c'est pas toute construction, c'est une page, au début, je regardais ça, puis c'est des gars de construction qui font des jokes, puis des filles de construction. Il y en a, on est rendu à 50-50 quasiment, là, nous, sur notre page. Les femmes sont très fortes sur les réseaux sociaux. Ouais. Prennent beaucoup de... Puis c'est merveilleux, une chance. Prennent la place. Une chance. Puis, fait que c'est une page... fait que là, encore là, on a des entreprises dans le domaine de la construction qui ont besoin ou d'aller chercher des employés, décider ça faire connaître. Cette page-là, on est rendu vite comme ça, je pense, à 98-99 000 personnes. Wow! Quand même. Puis, il y a une autre page qu'on a achetée, c'est une page de joke. Puis, c'est 140 000 personnes, je m'en occupe pas encore. Fait que les gens font des jokes là-dessus, je vais voir qu'est-ce qu'on va développer. Mon idée, éventuellement, c'était de m'en servir comme tribune pour nos humoristes, parce que j'étais un vrai fan des humoristes au Québec, là. Okay. Chez nous, tout le monde a un cadeau d'humoriste cette année. Ouais. Tous mes cadeaux faits au Québec, moi, tout le monde allait voir un humoriste. Ah, c'est cool! Ouais, c'est ça que j'ai fait cette année. Ah, génial. Écoute, Nicolas, merci beaucoup d'être venu sur notre podcast. Ça a été fort agréable. J'en doutais même pas, mais on pourrait continuer encore pendant des heures à se jaser. Fait que je te souhaite beaucoup de succès dans tes acquisitions. Moi, tu sais que je vais être présent, comme d'habitude, dans tes différents groupes. Messieurs, je vous remercie encore pour votre collaboration. Et vous autres. Puis à tout le monde, je vous en souhaite une bonne. Ciao. À la prochaine. Ciao.